Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur Al24 News. La couverture de l'agression de l'occupation sioniste contre la Palestine et Gaza plus particulièrement se poursuit sur l'échiquier international. Nous allons aborder ce soir la question des aides humanitaires soumises à des parlementations de la honte avant l'ouverture attendue dans les prochaines heures du passage de Rafah qui relie la bande de Gaza du Sinaï. Au Sinaï, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était sur place aujourd'hui pour superviser le passage des aides et appeler au cessez-le-feu une nouvelle fois, car l'amplification des opérations militaires et des bombardements aveugles et sauvages de l'armée sioniste contre Gaza représente un réel danger pour la stabilité géopolitique de tout le Moyen-Orient. Plusieurs responsables de haut niveau ont alerté contre ce risque d'embrasement général, alors qu'Israël, qui s'engaillardit à travers le soutien des États-Unis et de ses autres alliés occidentaux, fait la sourde oreille et continue de fouler du pied l'ensemble des règles et principes du droit international et humanitaire. Nous en parlons avec nos invités juste après ça. Pour animer le débat, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de l'échiquier international Omar Benberti. Vous êtes analyste politique, vous êtes en direct avec nous depuis Oran. Bonsoir monsieur. Bonsoir cher ami et merci de m'inviter. J'aurai également avec nous ce soir Lehmissi Hicham. Vous êtes analyste géopolitique et secrétaire du JIPRI, l'Institut international de la recherche sur la paix de Genève. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Alors je le disais donc en introduction, plusieurs tonnes d'aide humanitaire destinées à la population de Gaza qui se trouve dans une situation catastrophique et qui manque pratiquement de tout, attendent toujours le feu vert pour pénétrer Gaza sous siège et sous blocus depuis plusieurs années déjà. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était justement sur place aujourd'hui et a appelé à l'acheminement en urgence des aides humanitaires destinées à Gaza. Nous avons vu tellement de camions chargés d'eau, de carburant, de médicaments, de nourriture. Exactement la même chose dont nous avons besoin de ce côté du mur. Ces camions ne sont donc pas seulement des camions, ils constituent une bouée de sauvetage. Ils font la différence entre la vie et la mort pour tant de personnes à Gaza. Allez, place au débat et l'on va commencer avec vous, monsieur Benberti. Comment la communauté internationale peut-elle accepter que l'acheminement d'aide humanitaire urgente vers la bande de Gaza soit retardé à ce point? N'est-ce pas là une volonté du côté israélien de maintenir la population de Gaza dans un extrême état de faiblesse? Oui, tout à fait. Ce n'est pas seulement, comme vous dites, une volonté de l'entité sioniste, c'est plus un objectif qui consiste à affamer, à réduire à néant une population, des familles entières. Et ça démontre, on n'avait pas besoin de cela, mais ça démontre le refus de cette entité sioniste de ne jamais prendre en considération la situation dans laquelle se trouve le peuple palestinien. Donc de ce point de vue-là, je peux considérer, on peut dire, le monde entier se rend compte de tout ce qui se passe actuellement et la volonté, l'objectif recherché par l'entité sioniste, c'est justement de annihiler complètement le désir, le besoin, l'ambition de ce peuple de vivre indépendant sur ces terres avec une capitale et avoir les moyens normaux. Mais cela dure depuis 75 ans. Exactement. C'est-à-dire que ceux qui ont cru à un moment ou à un autre que cet état factice pouvait changer d'attitude, ce sont de doux rêveurs. Et de ce point de vue, il me semble que jamais l'entité sioniste n'a accepté de se plier à une quelconque résolution des Nations Unies, résolution du Conseil de sécurité. Elle n'en a strictement rien à faire de ce que peuvent penser les autres. Étant assurée du soutien de la plus grande puissance
qui en fait est son digne représentant, ce sont les États-Unis. Et l'Occident, bien entendu, comme le toutou qu'il est devenu, il suit sans état d'âme, alors que lorsqu'on réfléchit bien, lorsqu'on va jusqu'au bout de l'analyse et qu'on connaît l'histoire, nous savons très bien que c'est l'Occident qui a fait souffrir ce peuple juif. Ce ne sont pas les gens du Moyen-Orient, ni les Arabes, ni les Vous faites bien de le rappeler, musulmans. monsieur Penberty, oui. Voilà. Très bien, monsieur Lahmissi. Alors, comme vous devez sans doute le savoir, il existe un droit humanitaire qui réglemente les situations de conflits armés internationaux ou internes. Son objectif est double. Alors, à la fois limiter les cibles et les formes de la violence armée, garantir des secours aux populations victimes du conflit. Après avoir violé l'ensemble des règles du droit international, Israël se permet de contrevenir au droit international humanitaire en empêchant l'acheminement des aides urgentes aux Palestiniens dans une zone soumise, comme vous le savez, un blocus. Jusqu'à quand la communauté internationale fermera les yeux sur ces graves violations ? Alors vous faites très bien de rappeler le fait qu'il existe un droit international humanitaire qui est justement censé assurer un minimum de dignité, d'accès aux besoins élémentaires aux populations civiles dans les situations de conflit. Évidemment, nous sommes confrontés à une crise humanitaire d'une gravité inouïe, avec notamment la fermeture du point de Rafah et la possibilité d'alimentation en fait de la population de Gaza, même si il y a eu une petite évolution avec l'annonce qui a été faite par le président américain Joe Biden d'un envoi d'une vingtaine de camions depuis l'Égypte, mais sachant que ce premier envoi est absolument insuffisant, car les besoins quotidiens du point de vue alimentaire, en eau et en médicaments de la population palestinienne de Gaza est d'au moins une centaine à une 150aine de camions, pour se faire une idée de la gravité de la crise. Alors vous posez la question de savoir pendant combien de temps la communauté internationale va continuer à accepter cette situation. Oui. On peut poser la question autrement et en voyant les choses sous l'angle du rapport de force. Et la question, c'est de savoir quel est le rapport de force qui peut être opposé aux puissances qui, justement, acceptent ce type de situation, ce type de crise humanitaire. Et la question, elle est à poser aux pays arabes qui doivent faire suffisamment pression, notamment sur les Américains, qui sont le principal soutien de l'État israélien. La question se pose aussi par rapport à la position de l'Europe, qui jusqu'à il y a quelques années avait plutôt un rôle de tempérance, tout en soutenant de façon très appuyée. Un rôle qu'elle ne respecte plus depuis quelque temps. Aujourd'hui, elle s'inscrit plutôt dans une logique de soutien total dans le discours et dans les faits, surtout si l'on retient les propos qui ont été tenus par Madame von der Leyen, d'ailleurs de façon non réglementaire, puisque les compétences qui lui sont dévolues ne lui permettent pas de s'exprimer de cette façon sur la question de politique étrangère. Exactement. Donc la vraie question, c'est quel est le rapport de force qui peut être opposé à l'État israélien et à ses soutiens. Alors un élément qui est important à prendre en considération, c'est le fait que les pays du Golfe, et notamment l'Arabie saoudite en sous-main, ont fait pression de façon relativement importante en menaçant les États-Unis d'un certain nombre de rétorsions. Je ne dis pas que les choses ont été entendues à cause de cela, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est quand même un élément nouveau. Et un autre élément, c'est la Chine, qui est beaucoup plus présente sur les questions du Moyen-Orient qu'auparavant. Oui. Il faut rappeler la Chine qui appelle à un cessez-le-feu depuis le début de cette agression, rappelons-le. Exactement. Et la Chine qui a tenu le propos le plus favorable aux Palestiniens depuis le début de la crise, en considérant, en reprenant les termes de Xi Jinping, que la cause palestinienne était une cause juste et que la Chine se plaçait aux côtés du peuple palestinien. Très bien, merci Monsieur Lahmissi. Alors, Monsieur Berti, justement, Ben Berti, pardon, depuis une dizaine de jours, l'armée d'occupation annonce l'imminence d'une offensive terrestre sur la bande de Gaza, assiégée, rappelons-le encore une fois. L'incursion n'a toujours pas été lancée. Quelles en sont les raisons d'après vous? Serait-ce le signe d'une division, à peine voilée au sommet du commandement de l'armée d'occupation? L'occupation craint-elle une certaine forme de confrontation multiples fronts? Il est certain que tous les Juifs
du monde, et pas seulement d'Israël, ne sont pas d'accord avec la politique que mène actuellement ce que vous appelez l'armée israélienne, mais ils sont en partie conscients de ce qui se passe. Ils savent que la haine qui est développée et qui s'accentue jour après jour développe des ressentiments. De ce point de vue, moi, il me paraît qu'il y a des éléments de langage dont il faut se méfier maintenant et commencer à dire les choses comme elles sont. Israël, en tant qu'armée, c'est une armée qui a tous les moyens possibles et imaginables. Il n'y a pas dans les pays arabes une armée qui est en mesure de l'affronter. Aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas une solution. Mais comme cet entité sioniste ne respecte aucunement, comme le disait notre interlocuteur tout à l'heure, votre invité, le droit international, encore moins le droit humanitaire, etc., etc., donc ces gens-là ne prennent pas en considération les attitudes, les opinions des gens. Les seules opinions qui s'expriment, ce sont les opinions des populations. Nous les avons vues à travers nos pays arabes, ce qu'on appelle les pays arabes, mais aussi à travers certains pays d'Occident qui sont en désaccord total avec ce qui se passe, car, bien entendu, on parle de crise humanitaire, c'est trop gentil de parler de crise humanitaire, c'est effroyable ce qui se passe. C'est un euphémisme, monsieur. C'est un massacre systématique de population, des enfants, des bébés, des nourrissons, des femmes. Donc, arrêtons. Un massacre méthodiquement orchestré. Un massacre méthodiquement orchestré, donc ce sont des gens qui sont impitoyables. Il n'y a aucune discussion à avoir et à employer cette terminologie de communauté internationale de droit humanitaire. On sait très bien que les gens d'en face s'en fichent royalement. À partir de ce moment-là, la guerre n'étant pas une solution, parce qu'aucune armée dans ces pays qui entourent cet État, cette entité sioniste, que ce soit la Syrie qui a été ravagée, le Liban qui n'existe plus, la Libye qui a été massacrée par l'OTAN, l'Irak qui est sous domination américaine, etc. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite qui va faire la guerre à Israël, il ne faut pas se faire d'illusions. Et tous les petits royaumes qui sont autour ne feront strictement rien. La Turquie, même si elle est musulmane, fait partie de l'OTAN, il reste l'Iran, mais l'Iran est loin et l'Iran a d'autres préoccupations. À partir de ce moment-là, les Palestiniens ne devront, comme l'a été l'exemple du Vietnam, l'histoire nous a appris quand même des leçons, l'exemple de l'Algérie, elle doit maintenant passer à une étape qui s'appelle la guérilla. Il ne s'agit pas d'une guerre en vérité, parce qu'il n'y a pas d'armée en face. Il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent avec des lance-roquettes ou des petites, etc. Les autres, ils ont une aviation, ils ont des radars, ils ont des satellites d'observation, etc., etc. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une seule solution. Il ne faut plus tergiverser et commencer à pleurnicher sur le droit humanitaire et attendre que le secrétaire général de l'ONU vienne faire son cinéma à la bande au niveau du port de passage de Rafah, mais dire que maintenant, il y a lieu de passer à une étape supérieure qui s'appelle la guérilla. Nous avons vu ce que le Vietnam a fait aux États-Unis, nous avons vu ce que les Afghans ont fait aux États-Unis, et nous avons vu ce que l'Algérie a fait à la France, une des grandes puissances militaires de l'OTAN à cette époque-là. Donc maintenant, regardez, quand vous voyez les images que vous êtes en train de passer actuellement, c'est pas une guerre, ça, c'est un massacre. C'est un massacre, il ne faut pas... C'est un génocide, le terme a été utilisé par plusieurs hauts responsables du monde. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que maintenant, les États arabes, s'ils veulent maintenant aller dans le sens de leurs opinions, parce qu'il y a d'une part les opinions, mais il y a les régimes et les dirigeants de ces États, à partir de ce moment-là, d'ores et déjà, ce qu'il leur reste à faire, c'est de devenir puissants. Et devenir puissant, tout à l'heure votre interlocuteur, notre ami a cité la Chine ou bien d'autres puissances, elles ne sont puissances, elles ne sont ce qu'elles sont que parce qu'elles détiennent des armes qui s'appellent la bombe nucléaire, la bombe atomique. Partant de ce principe-là, et c'est ce qui fait la force de cette entité sioniste et de ceux qui la soutiennent, en l'occurrence les États-Unis et la France en particulier, à partir de ce moment-là, ce que doivent faire ces dirigeants, les pays dans lesquels nous vivons, c'est de se doter d'une arme nucléaire de sorte que plus personne ne viendra toucher, oser faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Très bien, Monsieur Benberti. Le soutien conditionnel des États-Unis, justement, à Israël, depuis le début de cette agression, dénote d'une certaine attitude va-t-en-guerre qui risque d'impliquer de nouveaux protagonistes dans la région, menacés par les plans expansionnistes et les postures bellicistes de l'entité sioniste. Écoutons à ce propos
La déclaration du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, il était en déplacement en Corée du Nord. Écoutons avant de revenir au débat. En ce qui concerne la bande de Gaza, le risque que cette crise ne dégénère en conflit régional est très sérieux. J'ai déjà mentionné que les États-Unis ont opposé leur veto à une résolution appelant à l'arrêt de toutes les hostilités et à commencer à résoudre les problèmes humanitaires. Par conséquent, les États-Unis ont apparemment montré qu'ils n'étaient pas prêts à appeler à une trêve, à un cessez-le-feu, et si tel est le cas, alors ils croiront probablement que le conflit pourrait s'aggraver. Monsieur Lehm, ici ma question est simple. Y a-t-il un risque, le risque justement décrit par Sergueï Lavrov, d'un embrasement général si cette situation d'escalade, d'extrême escalade est maintenue par l'entité sioniste, non seulement en Palestine, mais également vis-à-vis des pays voisins, à savoir le Liban, la Syrie ou même encore la Jordanie? Alors vous avez utilisé le terme d'escalade et le terme est très juste. Et je voudrais simplement porter votre attention et l'attention des spectateurs sur le fait que la crise humanitaire, la guerre d'une violence inouïe subie par la population civile de Gaza est bien sûr à dénoncer. Mais il faut regarder également plus loin les conséquences possibles que ce conflit peut produire en impliquant un certain nombre d'États voisins par un effet ou un jeu de domino qui peut potentiellement nous amener à une situation de déflagration régionale grave, voire de déflagration mondiale majeure. Et je vous avoue que je pèse mes mots, tant les tensions sont à un niveau de gravité inouï, rarement vu depuis au moins plusieurs décennies. Vous avez cité évidemment le Liban, à travers le Hezbollah. Il peut y avoir une extension du conflit sur le Liban. Rappelons que le Liban est ciblé par des tirs de missiles israéliens depuis plusieurs dizaines de jours. Alors pour être plus précis, il y a des échanges de tirs. Oui. Le Hezbollah a détruit un certain nombre de blindés israéliens et il ne se prive pas en riposte, oui. Mais il ne se prive pas de le montrer sur les réseaux sociaux. Donc on n'est pas du tout dans une configuration d'un Hezbollah faible face à Israël. C'est absolument pas le cas. Cependant, le potentiel militaire de l'armée israélienne est conséquent. Alors, je ne partagerai pas l'avis de dire qu'aucune armée arabe ne serait en mesure de l'affronter. Je peux vous assurer que les moyens de l'armée égyptienne, de l'armée algérienne, en théorie, au niveau matériel, de l'armée saoudienne, est largement suffisant pour tenir tête à l'armée israélienne. Mais la question, elle se situe ailleurs. La question, elle se situe bien ailleurs. Et pour aller justement dans cette réflexion-là, c'est que l'escalade que cette crise est en train de causer peut potentiellement produire une déflagration qui emmènerait à la fois le Liban, la Syrie, qui est déjà un pays en position extrêmement difficile parce que le régime syrien est pris en étau d'un côté avec la pression israélienne et de l'autre côté la pression djihadiste qui est encore très importante. Vous avez l'Irak où un certain nombre d'attaques ont été menées dans le jour précédent par des milices irakiennes diverses contre des bases américaines. Vous avez l'Iran qui peut être conduite indirectement dans le conflit puisqu'on accuse l'Iran d'être à l'origine des opérations qui ont été menées par le Hamas alors que les choses peuvent être peut-être beaucoup plus compliquées que ce qu'il n'est présenté. Il y a aussi la position... Monsieur Lahmissi, qui doit faire face justement à ce plan sioniste qui prévoit de déplacer des millions de Palestiniens vers le Sinaï. Alors, il y a également une pression sur l'Égypte à travers le risque possible d'une expulsion des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte. Le président égyptien Sisi a tenu des propos extrêmement clairs en adoptant une position de refus total. Alors, je vous donne peut-être une information que vous avez, qui a été reprise dans des éléments de réseaux sociaux égyptiens ou même de presse indépendante égyptienne. Et il aurait été dit il y aurait une sorte de négociation entre Américains et Égyptiens pour pousser les Égyptiens à accepter l'exil d'une centaine de milliers de Palestiniens. Ce qui serait, disons-le sans concession aucune, la liquidation
de la cause palestinienne. En partie. Le chiffre présenté était 100 000 Palestiniens en échange d'une réduction importante de la dette égyptienne, qui se chiffre à plus de 160 milliards de dollars si je ne me trompe. Donc les Égyptiens n'ont pas forcément communiqué directement dessus, mais ont adopté une position beaucoup plus dure qu'elle ne l'était auparavant, et ont clairement exprimé le refus de toute acceptation d'un transfert de population en direction de l'Égypte. Oui. Les propos du président égyptien étaient d'ailleurs assez clairs hier, où indirectement il a déclaré qu'une déstabilisation du Sinaï à travers un transfert de population, alors je n'ai pas le terme exact en arabe, eh bien signifierait l'exil forcé indirectement une déclaration de guerre à l'Égypte. Très bien, merci Monsieur Lahmissi. Alors Monsieur Benberti, les combats, tant bien que mal, s'intensifient de jour en jour au sud du Liban et au nord de la Palestine occupée, au nord de la Cisjordanie. Des positions militaires américaines ont été attaquées en Syrie, en Irak et en mer Rouge après le déploiement du porte-avions américain en Méditerranée et le soutien prononcé de Washington au régime d'occupation, se dirige-t-on vers une guerre régionale de haute intensité, Monsieur Benberti? Ce risque existe. Ce risque existe parce qu'il y a des objectifs. Lorsque les États-Unis avaient tracé la carte du nouveau Moyen-Orient, ils avaient pour objectif de réduire la seule puissance qui pouvait remettre en cause leur hégémonie à eux dans cette région, à savoir l'Iran. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut considérer que dans les plans des stratèges américains, ce genre de situation est propice à la mise en œuvre de ce plan. Il ne faut pas perdre de vue que la CIA trace des plans depuis 50 ans dans cette région. Et il ne faut pas rêver aussi, il ne faut pas aussi se bercer d'illusions. Lorsqu'on est un pays endetté comme l'Égypte, comme l'a rappelé votre invité, l'Égypte n'est pas dans une position de se mettre en guerre. C'est vrai que les armées arabes, algériennes et autres, mais bon, nous, l'Algérie, nous sommes loin. Ce n'est pas demain la veille que nous allons nous occuper du problème palestinien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un hiatus qui existe entre les gouvernants et les populations, les opinions nationales. Permettez-moi juste de rappeler, Monsieur Benberti, que l'Algérie travaille peut-être sur un autre front, le front politique, diplomatique, en essayant justement d'unifier le peuple palestinien et les différentes fractions palestiniennes autour d'une même et unique cause palestinienne, peut-être qui devrait permettre aux Palestiniens de prendre en main eux-mêmes leur destin. Tout à fait, je suis d'accord avec vous, et vous avez bien fait de le rappeler. Toujours est-il que l'Algérie travaille sur le front diplomatique et qu'elle essaye de réunifier les rangs des Palestiniens. Il est évident que ce à quoi nous assistons entre la bande de Gaza, parce qu'on nous présente ça dans les médias internationaux, disant que c'est contre le Hamas que Israël se bat. C'est pas contre le Hamas. Quand vous tuez des femmes et des enfants, le Hamas c'est autre chose. Le Hezbollah, c'est une autre histoire. C'est l'Iran qui est visé, probablement et certainement. Mais toujours est-il que au plan militaire, ces États, s'ils s'unissaient, bien sûr que l'armée israélienne n'a aucune invincibilité, les commandos de Hamas et du djihad islamique l'ont bien démontré. Oui. Ça ne veut pas dire que leur technologie est impénétrable ou qu'elle est imbattable. Elle est battable, sauf que il faut qu'il y ait une volonté politique. Et de ce point de vue-là, je crois, à ma connaissance, maintenant si quelqu'un peut me dire le contraire, je crois que le seul pays qui soutient mordicus depuis son indépendance, la Palestine, c'est l'Algérie. Les autres pays se sont tous plus ou moins amusés faire maintenant les accords d'Abraham, la reconnaissance de l'État d'Israël, et chacun a joué un petit jeu à sa manière. Et la Ligue arabe est devenue une espèce de hachek, de toilette pour que ces gens-là viennent pérorer sur leur... Merci infiniment, Monsieur Benberti. Malheureusement, je vous interromps parce que vous l'avez compris. On n'a plus le temps de poursuivre ce débat. Le temps qui nous était imparti est malheureusement terminé. Merci à Omar Benberti, donc analyste politique. Vous étiez en direct avec nous depuis Oran. Merci à Hicham Lahmissi, analyste, quant à lui géopolitique, secrétaire du JPRI. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international. Excellente suite des programmes sur Al24 News.